Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Salut Raphaël. Salut Gaël. Merci beaucoup de nous accorder quelques heures de ton temps. On est aujourd'hui à Chambéry. On est à l'extérieur. Donc je pense que ça va s'entendre. Il y a un petit ruisseau à côté de nous. On est en pleine nature. Et je suis très heureux d'enregistrer cet échange. Tu es préparateur mental, tu es coach, formateur. Tu as plein d'outils, tu as plein d'expériences à nous partager. Ça fait quelques mois qu'on se connaît. On fait partie du même groupe d'entraide pour entrepreneurs, le même mastermind que Damien Valli a cofondé, a fondé il n'y a pas très longtemps, il y a 18 mois, 2 ans presque. Et donc je suis très heureux de t'accueillir sur Aventure humaine. Merci beaucoup, merci de m'accueillir et je suis très content aussi d'être là avec toi pour partager ce moment. Première petite question traditionnelle, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement ? Ouais, tout à fait. Donc, je m'appelle Raphaël. Je suis en effet, comme tu l'as dit, préparateur mental. Je suis un ancien prof. J'ai été enseignant, notamment en école d'ingénieur pendant 9 ans. Et donc maintenant dans la région de Chambéry depuis quelques mois. Et mon métier consiste principalement à accompagner des sportifs professionnels et des entrepreneurs à exprimer davantage leur potentiel en travaillant notamment sur les états internes, les pensées, les émotions qu'on a, les croyances aussi, parce qu'on sait qu'elles interagissent directement avec ce que l'on produit, ce que l'on réalise, on va dire. Et super, donc avant tout ça, est-ce que je crois que tu es vraiment passionné de sport et animé par le sport et que c'est comme ça que tout a commencé. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le début de cet attrait pour la préparation ? Ouais, bien sûr. Donc en fait, à la base, moi je suis prof de PS. Mon papa étant martiniquais, j'ai décidé d'aller bosser un petit peu en Martinique quelques années. Donc voilà, on a bossé 3 ans en Martinique et là-bas, j'ai été recruté par une école d'ingénieurs qui était à Angers. Donc en 2009, j'arrive à Angers, encore jeune prof de PS. À ce moment-là, je commence à travailler avec des élèves ingénieurs qui, si tu veux, ne correspondaient pas forcément à l'élève, ni tout à fait à l'étudiant, mais surtout à l'élève que j'étais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été un bon élève, j'ai fait ma scolarité, mais j'en faisais, pour être très franc, un peu le minimum. Et j'arrive là face à des élèves ingénieurs en me disant, mais en fait, ça doit être des personnes qui ont forcément un rapport au savoir particulier, qui ont une bonne scolarité pour être recrutés aussi par l'école puisqu'ils rentraient sur concours. Et en fait, je me rends compte que c'est des étudiants qui peuvent être stressés, qui manquent de confiance en eux. Pour certains, ils avaient beaucoup de mal à gérer leurs émotions aussi sur des disciplines stress, type escalade et tout. Okay. Pas un profil sportif, mais en tout cas, la difficulté aussi à gérer les émotions.
Et donc, en discutant avec des responsables de l'école, on commence à envisager aussi une formation en lien avec de la sophrologie ou du yoga pour que je puisse aussi leur apporter ce type d'expérience en effet et d'outils, soit pour se canaliser un peu, se relaxer, etc. À l'époque, c'était pas des pratiques qui m'inspiraient plus que ça, et il se trouve que j'ai trouvé une formation, un DU, un diplôme universitaire, qui parlait de préparation mentale, et où je voyais que j'allais trouver à la fois les outils que me demandait l'école, et puis également des outils qui, moi, me plairaient aussi un petit peu plus, sur des outils de fixation d'objectifs en lien avec de l'imagerie mentale, des outils en lien avec le travail du discours interne, de quelle façon je me parle, etc. Et donc là, on est en 2011 quand je commence à faire cette formation. Il est où? Il est à Lille. À Lille, ok. Ouais. Lille, son intitulé de mémoire, c'est préparation mentale et psychologie du sportif. Et tu le fais à distance? Et non, je le fais en présentiel. On est encore une fois de mémoire sur 8 rassemblements de 3 jours. D'accord. Donc voilà, des rassemblements en gros une fois par mois. L'université d'Angers, l'école d'Angers. Voilà. Te permet, on se met d'accord, voilà, sur mon emploi du temps. Alors ils m'ont pas tout payé, enfin je sais plus, peut-être que voilà, eux ont dû me payer, je crois, la formation, et puis moi j'avais à ma charge perso les déplacements, l'hébergement. Ok. Bon, c'était très bien. Moi, bien entendu, je m'engageais aussi après à faire des heures en lien avec ces apprentissages. Donc j'avais mis en place par exemple la semaine du bien-être à Agrocampus, dans cette école d'ingénieurs où j'ai travaillé quelques années. D'accord. Donc en gros, voilà comment a commencé vraiment... Et si on revient juste encore un tout petit peu en arrière, le fait d'être professeur de PS, c'était un choix? Ouais, clairement. Ou ça s'est fait parce que... Non, c'était un choix. En fait, si tu veux, j'ai eu envie d'être prof de PS en 6e. Okay. En 6e, moi j'ai des parents qui habitent encore sur Lyon, mais mon papa était longtemps maître nageur, puis chef d'établissement. Chef d'une piscine, de piscine municipale, notamment la piscine du Rhône à Lyon, qui est une très très grosse piscine. Et en gros, j'avais toujours eu un petit peu, on va dire, le discours, un enfant doit essayer de faire un petit peu mieux que ses parents, et puis les parents doivent essayer de faire en sorte que l'enfant puisse faire un peu mieux que les parents. Voilà, ça s'entend, mais du coup, moi, assez logiquement, je me suis dit, un peu mieux que maître nageur et responsable, peut-être que ça peut être, toi, prof de PS. Okay. Et puis, j'ai eu ma prof de PS de 6e qui m'avait bien marqué, Madame Rouquette, que je trouvais bien. Et, en positif, oui. Ouais, en positif, ouais, bien sûr. Il y en a d'autres qui marquent, mais... Non, qui m'avait marqué de façon positive, et du coup, j'ai même été délégué de classe. Alors c'est la seule fois où je l'ai fait, parce qu'encore une fois j'étais pas un superbe élève, mais là je sais pas, ça m'avait un peu inspiré. Motivé. Je me suis dit allez, je me mets délégué de classe. Bon, après j'ai bien compris que voilà, c'était pas ce que je voulais faire, et qu'il était plus simple pour moi de ne pas être délégué de classe. Ok, super. Donc et voilà, du coup après, tu fais tu commences cette formation à Lille. Ouais, c'est ça. Donc là je suis déjà prof depuis 3-4 ans. Et tu découvres 4 ans. Et je découvre en effet donc la préparation mentale. Je découvre que ça me plaît énormément. Bien entendu, tout le monde peut se former. Après, on peut avoir des traits de personnalité des fois qui facilitent un peu plus les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter. Alors après, si on me donne un micro, je peux parler et tout, mais j'aime aussi beaucoup écouter les gens, beaucoup observer. Et c'est vrai que la PM, pour moi, c'est un peu la prépa mentale, c'est un peu un révélateur. Et je prends conscience petit à petit vraiment de l'impact que ça peut avoir sur des personnes, et à quel point on peut avoir des outils pour exprimer notre potentiel, mais à quel point la plupart du temps on se dénigre énormément, on se démotive, on s'auto-flagelle. Et donc je me dis, la petite voix intérieure, c'est ça, ouais, ce discours interne. Et je me dis, mais en fait, si j'apprends moi à mieux travailler dessus et que j'accompagne des personnes, mais ça peut être aussi génial pour elles, quoi. Ok, donc tu fais cette formation, et donc tu attends la fin, ou en parallèle, dès que tu as fait
une session de 3 jours, tu commences à gratter, à tester, à mettre un petit exercice en plus, à t'entretenir avec peut-être un étudiant qui a une petite difficulté, un petit doute, un petit blocage. Ouais. Comment tu... Non, en fait, je pense qu'à partir du 3e rassemblement, je commence à collaborer avec 2 nageuses, d'un club qui s'appelle Segré, proche d'Angers, puisque c'est là-bas que j'habitais à l'époque. Et de toute façon, ça nous était demandé dans le cadre de ce DU. Donc très souvent, les DU, juste pour rappel, sont accessibles très souvent à un niveau licence. Donc là, c'était soit STAPS de mémoire, donc fac de sport, on va dire une licence en sport, ou une licence en psychologie. Et en fait, dans le cadre du DU, on était de toute façon obligé d'accompagner, avec une convention de stage, mais d'accompagner au moins 2 sportifs. D'accord. Donc là, qui est vraiment une implémentation pendant la formation. Là, on est du coup sur en décembre un autre 2011. groupe. Ce sont plus les étudiants ingénieurs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, en dehors, si tu veux, de mon boulot de prof de PS, moi, j'étais aussi dans un club de triathlon en tant que pratiquant. D'accord. J'ai un brevet fédéral aussi dans le triathlon, et de fil en aiguille, j'ai un petit peu communiqué dans l'environnement du club en disant que je cherchais des sportifs ou des sportives. Et en effet, donc là, ces personnes-là n'étaient pas du tout dans l'école d'ingé. Ok. Et dans l'école d'ingé, très rapidement, j'ai aussi commencé à accompagner, à implémenter auprès des étudiants. Ok. Et donc, comment ça se passe avec ces 2 nageuses Avec ces 2 nageuses, alors c'est très particulier. Avec ces 2 nageuses, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien, et au bout de 4-5 mois on va dire d'accompagnement, les 2 nageuses décident d'arrêter la natation de compétition. Et ça se passe humainement très très bien. D'accord. L'entraîneur est un peu moins content, par contre, en me disant c'est pas tout à fait pour ça que je te les avais envoyés. Mais pour moi, c'est vraiment lié, c'est un rapport. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu aussi une capacité peut-être, à expliciter, à prendre conscience et à assumer qu'en fait elles ne prenaient plus de plaisir à nager autant et à nager pour être performantes. Elles ont réussi avec toi à prendre le recul et à se visualiser, et à vraiment mettre des mots sur en fait quelque chose qui était intérieur. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Donc pour moi, encore une fois, c'était bien. Enfin, je veux dire, c'était bien. Bon, j'ai été content. Pas... C'est juste que c'était pas ce à quoi s'attendait l'entraîneur, mais c'était quand même bien. Ça m'est arrivé plusieurs fois pour des clients, avec des clients que j'accompagnais. À la fin, en fait, on n'a pas fait le projet parce qu'en fait, c'est en les accompagnant qui se sont la vraie nature de leur vision, de leur projet s'est révélée. C'est ça, exactement. Okay. Là, on était dans la même logique, on peut dire, dans le même processus. Et donc, tu retrouves d'autres sportifs. Et donc, alors je travaille dans le même temps avec notamment une sportive de haut niveau qui est dans notre école, dans l'école dans laquelle j'enseigne à cette époque-là. Okay. Et encore une fois, ça faisait partie du deal que forcément je travaille avec les étudiants sur des formations. Donc on a des cours sur la gestion du stress que je mets en place assez rapidement, des cours qui ont du succès, ce qu'on appelle sur des UC au choix. Quand je dis du succès, c'est-à-dire que les étudiants veulent assister à ce cours, ils ont un choix parmi plusieurs cours, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a de la demande. Et j'accompagne en même temps une étudiante qui s'appelle Camille Lejoly. Et Camille fait à cette époque de l'heptathlon. Et pendant notre collaboration, elle a eu 2 titres dans sa catégorie, elle a eu 2 titres de championne de France. Super. Et donc là aussi, ça, on va dire il y a un petit éclairage tout à fait local, ou peut-être on pourrait dire régional. Ça valorise. Mais en effet, il y a 2-3 journaux qui en parlent. Je suis aussi un petit peu interviewé, on va dire sollicité suite à ça. Même si c'est son travail et c'est elle qui est sur la piste, mais ça interpelle, tu vois, on doit être en 2013, je pense qu'elle a eu ses titres 2013-2014 si je dis pas de bêtises. Ok. Et puis et à ce moment-là, je commence aussi à travailler avec un sportif du SCO, qui est l'équipe de foot d'Angers,
un footballeur de Ligue 2. Professionnel, voilà, joueur professionnel. Et puis en 2000, alors je suis pas toujours très bon, je me mélange des fois d'un an, mais 2014 ou 2015, je sais plus trop, mais je pense que ça va être 2014, je commence à travailler aussi avec mon premier joueur de Ligue 1. C'est vrai qu'aujourd'hui je travaille beaucoup dans le football, mais voilà, le premier joueur de Ligue 1 c'est 2014. Ok. Et là, par exemple, pour ce footballeur, c'est lui qui vient te voir, ou c'est le club, ou c'est son agent, ou c'est lui qui fait cette démarche? Ouais, en tout cas, là, ça a toujours été des démarches personnelles de leur part. Dans un cas, pour le SCO, en gros, ça a été un préparateur physique privé qui m'a contacté. En me disant voilà, il est blessé, mais le problème n'est pas que physique, il est même plutôt mental. Et puis dans le second cas, en effet, c'est l'agent qui m'a contacté en premier. Et donc en général, comment tu attaques un accompagnement, comment tu démarres une collaboration avec un sportif professionnel? Dans un premier temps, moi ce qui va m'importer, c'est de comprendre un petit peu les motivations. Oui. Pourquoi est-ce que cette personne a envie de faire de la préparation mentale? Donc c'est comprendre la motivation et être sûr que l'on est bien dans une démarche de préparation mentale et par exemple pas de psychologie pure. Et ni de pathologie. C'est-à-dire quelqu'un qui me dirait je veux faire de la préparation mentale parce que j'ai eu un deuil important et que je n'arrive pas à le passer, c'est pas un préparateur mental qu'il doit voir. Oui. C'est plutôt un psychologue ou sur des sports où le poids est très important, sur des sports où on est pesé, type certains sports de combat ou des sports d'endurance où le poids est très important. Un sportif qui aurait des troubles alimentaires, ce n'est pas avec un préparateur mental qu'il doit travailler. Donc voilà, c'est définir vraiment le cadre, être sûr qu'on est bien dans de la préparation mentale, c'est-à-dire une envie, un besoin d'optimiser nos habiletés mentales, nos qualités mentales. On en a énuméré certaines tout à l'heure, la relaxation, l'activation qui va être l'inverse, on va dire, de la relaxation, le fait d'ouvrir un peu plus grand le robinet d'énergie, travailler sur la concentration, la confiance en soi, le discours interne, l'orientation des pensées, etc. Si on est là-dedans, bien entendu qu'on peut collaborer. Ensuite, il va y avoir une phase, une fois que là-dessus on est d'accord, il va y avoir une phase un petit peu de recueil de données. Recueil de données, voilà, une sorte de diagnostic, on pourrait dire, mais où on va échanger avec l'entretien semi-directif, on va aller observer en effet sur place, quand c'est possible, le sportif, que ce soit sur des entraînements ou des compétitions, pour essayer aussi d'avoir le maximum d'informations sur la personne. Et puis d'émettre certaines hypothèses qui vont après nous permettre, en poursuivant l'échange avec l'individu, de mettre en place une planification de travail. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples de motivation? Est-ce que c'est toujours dans le contexte d'aller chercher quelque chose en plus, ou pas forcément? Tu sais, on dit souvent, alors c'est une définition de Timothy Gallwey qui dit que la performance, elle est égale au potentiel moins les interférences. Moins les interférences. Moi, j'explique que la plupart du temps, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça, la plupart du temps, mon métier consiste plus à réduire des interférences plutôt qu'à augmenter le potentiel. Alors des fois, on va développer les points forts, mais c'est vrai que très souvent, quand un sportif vient me voir, c'est plus pour réduire ses points faibles. Bonjour. C'est plus pour réduire ses interférences, on va dire. Donc très souvent, mais encore une fois, je vois les mêmes demandes en fait liées aux entrepreneurs. Les demandes principales sont le manque de confiance en soi. Et les problématiques liées au stress. Un stress trop important à gérer telle ou telle situation. D'accord. Et
Et sur combien de temps on doit, ou combien de temps avant, par exemple, une échéance, si par exemple je me mets en tête de travailler sur moi, sur mon mental pour préparer un triathlon, tu penses que combien de temps avant il est nécessaire que je commence ce travail? Ah, ça dépend, il n'y a pas vraiment de... J'aurais pas vraiment de bonne réponse par rapport à ça. Dans tous les cas, ce qui est important, là, justement, tu parles de triathlon, sur par exemple, comme des sports comme l'Ironman, des distances Ironman. Tu en as fait, toi? Moi, j'en ai fait 2, ouais. Okay. J'ai fait 2 Ironman. Alors, pour rappel, rapidement, l'Ironman, c'est à peu près, c'est 3,8 km de natation. Si on nage droit, sinon on en fait un peu plus. Donc 3,8 km de natation. Donc toi, t'es parti 180. sur 4,5 km? Ouais, moi j'ai fait à peu près. Donc okay. Voilà, un peu moins de 4 km de natation, 180 de vélo et un marathon. D'accord. Et si on prend par exemple 42 km de course à pied, la même journée. Si on prend ce type de sport, par exemple, dans la culture du triathlon, il y a notamment la culture du volume horaire. On va avoir des personnes qui vont être capables de s'entraîner 15 heures par semaine. Et on va dire qu'en dessous de 12 heures, tu passes limite pour un feignant. Et il va y avoir cette culture de l'entraînement physique très long, d'avoir des très gros volumes, et pour autant très très peu de temps consacré justement à la préparation mentale, ou à la préparation aussi, on pourrait dire émotionnelle, en tout cas au fait de se centrer sur les états internes. Et on voit, chaque année, hein, ça existe, on peut, quand on connaît des triathlètes, entendre des histoires d'un tel qui a fait ce que je vais présenter maintenant, des sportifs qui sont très très bien entraînés, et qui par exemple le jour du départ refusent de prendre le départ alors qu'ils sont affûtés, alors qu'ils sont préparés, mais en fait dans certains cas ils sont préparés physiquement, ouais. Mais en fait ils ont peur. Alors c'est pas la moitié des triathlètes qui font ça, hein. Mais j'ai juste que pour moi il est important. Moi les 2 Ironman que j'ai fait, alors j'étais loin des premiers. Dans le premier que je fais, je finis je crois pile à la moitié. Il y a à peu près 50% des gars devant, 50% des gars derrière. Je me suis entraîné un peu moins de 6 mois à 10 heures par semaine. Alors c'est quand même un volume, voilà, c'est ça. Mais j'avais toujours un temps aussi à travailler ma fixation d'objectifs, et j'ai beaucoup travaillé aussi mon imagerie. Oui. Mon imagerie mentale, le fait de me visualiser en train de faire telle ou telle action, le fait de franchir la ligne d'arrivée, le fait de voir mes proches contents, etc., etc. En fait, ça entraîne aussi notre cerveau à appréhender après l'événement. Okay. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas répondu clairement à ta question, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu à se préparer mentalement, oui. et à anticiper aussi les choses. Et sur le deuxième, ta deuxième participation? Ouais, alors la deuxième, elle est pas très vieille, ça a commencé à faire. Elle a à peu près 2 ans. Et là, on est dans une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'on est dans une période où je trouve que je travaille trop. D'accord. Avec mon métier de prof que j'ai encore à ce moment-là, la partie préparation mentale qui se développe, mes activités, on va dire, familiales, personnelles, voilà, le fait d'être aussi sensible à l'immobilier, d'avoir quelques biens aussi à gérer. Je trouve que je travaille trop, et je me dis, parce que je sais que je fonctionne comme ça aussi, pour me dégager du temps, en fait, il faut que je m'inscrive à un Ironman. Okay. Je m'inscris. Une fois que l'inscription sera faite, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller m'entraîner. Okay. Et donc là, on est parti cette fois-ci, c'est ça. Que pour toi. Exactement. Donc là, on est parti sur... faudrait que je vérifie, mais on doit être à peu près sur 3 mois d'entraînement, 8 heures par semaine. Bon, in fine, je mets 1 heure de plus, parce que là, c'est un peu léger. Alors, un peu en rigolant, après coup, mon beau-frère m'a dit, écoute, pour le prochain Ironman, je pense qu'il faudrait t'inscrire sans t'entraîner du tout, et juste voir avec la préparation mentale, sans t'entraîner physiquement, et juste voir ce que ça donnerait. Ça pourrait permettre de comparer, mais bon, c'est quand même toujours lié. Il faut s'entraîner, bien sûr. Préparer son corps et en même temps son mental, sa tête. Mais ça reste des superbes souvenirs.
et bien autant la préparation, les entraînements que le jour J. Ok. Oui, c'est vraiment un chemin. Exactement. Il n'y a pas que la ligne d'arrivée ou le but. C'est vraiment un chemin. Bon, c'est un temps aussi, des fois un petit peu égoïste. C'est-à-dire que c'est très souvent un projet. Moi, j'ai souvent comparé aussi un Ironman avec ma compagne qui est prof et qui a passé l'agrégation. Le point commun que je vois, c'est que dans les deux cas, c'est pas un projet personnel. Ça doit être un projet familial. Oui. Et d'ailleurs, on dit très souvent que les meilleurs triathlètes sont soit célibataires, soit divorcés, parce que sinon, ça peut quand même prendre des volumes horaires importants. Donc c'est des temps aussi un peu entre parenthèses où on est tous d'accord pour aller dans cette direction. Et je trouve que c'est sympa à vivre. C'est là aussi où peut-être, on va commencer à pivoter sur la deuxième partie de ta vie professionnelle, on va dire. Où tu vas devenir entrepreneur indépendant. Est-ce que le fait de travailler avec toi, ou en tout cas sur son mental, peut améliorer, on va dire, l'expérience ou le challenge aussi pour son entourage? Oui, clairement, et c'est des fois un peu, ça peut être aussi perturbant pour l'entourage. Oui. C'est-à-dire que on va en travaillant, tu sais, sur soi. Moi, je présente très souvent la performance comme un smoothie. Alors, quand je parle de performance, je ne parle pas de performance sportive ou de performance entrepreneuriale. La performance, on peut l'avoir en préparation mentale ou pour certains en programmation neurolinguistique comme un comportement extérieur, comme notre langage corporel est une performance. Et du coup, en travaillant sur nos états internes, on va modifier certaines réactions et certains comportements, certaines représentations. Et du coup, pour l'entourage, des fois, ça peut être un petit peu perturbant. Alors, on espère que ça devienne aussi quelque chose de plus agréable, mais en tout cas, on modifie un peu nos comportements. Donc, moi, je dis souvent, tu bouges, tout bouge. C'est vrai. Donc, si toi, tu permets de bouger dans un sens comme dans l'autre, l'environnement extérieur et les proches peuvent aussi bouger. Ah, clairement, très clairement. Très bien, du coup, tu as commencé un petit peu à en parler. Après cet Ironman, du coup, il y a 2 ans, est-ce que tu as fait des choix différents parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus professeur. En tout cas, je suis en disponibilité. Ouais. Tu es en disponibilité, d'accord. Qu'est-ce que tu as lancé et comment ça s'est passé? Ouais, ok. En fait, il y a un élément qui est très important pour moi, en tout cas une valeur qui est importante pour moi, c'est la liberté. Oui. Voilà, c'est une valeur qui est capitale pour moi. Et j'ai énormément aimé mon travail de prof. Je pourrais encore l'être. Et j'ai beaucoup apprécié ces années avec des élèves ou des élèves ingénieurs. Mais on avait envie d'aller vivre ailleurs. Et c'est parfois compliqué quand tu es enseignant de te déplacer où tu as envie d'aller. Oui. Donc ça a été l'une des raisons qui m'a amené aussi à mettre cet élément entre parenthèses et à développer plus mon entreprise. Alors en informant que mon établissement, que j'allais pas prolonger dans cet établissement-là justement. Et après on a donc, j'ai créé mon entreprise en la localisant, en la domiciliant à Chambéry pour pouvoir venir y vivre. Et puis j'ai toujours eu ce côté, en tout cas j'aime entreprendre, j'aime créer aussi. Alors c'est des choses qu'on peut faire en tant qu'enseignant, mais là j'avais envie, je pense que voyant un petit peu les premières réussites, on pourrait dire, des personnes que j'ai coachées, j'ai envie d'aller aussi un petit peu plus loin et au moins pendant un temps de vivre pleinement de la préparation mentale. Super. Et du coup, comment tu as créé une formation, je crois, pour devenir ou s'améliorer dans la préparation mentale en tant que coach.
Comment ça s'est passé? Quel a été La genèse. le cheminement, la genèse pour... Alors en fait, donc je commence à coacher des sportifs professionnels. Je prends beaucoup de plaisir à ça. J'ai pas un temps qui est extensible, comme tout le monde. Et j'ai un ami en effet qui fait des formations en ligne et qui me dit depuis un moment, mais écoute Raphaël, tu devrais faire aussi des formations en ligne où tu pourrais au moins initier des sportifs amateurs qui veulent travailler avec toi, mais aujourd'hui ça commence à être compliqué entre tes cours, les enfants, etc. Les coachings privés, tu devrais mettre en place une formation en ligne. Et donc je décide en 2017 de créer une petite formation, qui est pour moi très bien, mais petite, c'est-à-dire c'est 6 heures. C'est dans le volume. Voilà, 6 heures de vidéo, 6 heures de vidéo, des audios, certains outils que je donne pour des sportifs amateurs, en leur disant, écoutez, en tout cas, soit vous pouvez trouver un autre préparateur mental que moi, bien entendu, ou sinon vous pouvez prendre ce pack-là qui peut vous aider à avoir des outils pour développer notamment votre confiance dans votre pratique sportive. Et je suis content, ça se vend de temps en temps, je n'en vis pas, mais ça se vend de temps en temps. Sauf que je constate qu'une fois sur deux, quand je reçois la facture qui est donc éditée, et quand je regarde qui a acheté la formation, une fois sur deux, je constate que c'est, on pourrait dire, un collègue, un concurrent, soit des psychologues, soit d'autres préparateurs mentaux. Et je me dis, mince, pour deux raisons. La première, c'est que je me dis, en fait, c'était pas pour eux que j'avais fait ce programme-là. C'est pas la cible, c'est pas du tout initiale. La cible. Mais bon, j'ai du mal à bien viser. Donc je me dis, mince, c'était plus pour des sportifs amateurs. Et là, je vois que c'est des professionnels qui l'achètent. Et elle n'était vraiment pas pour eux, donc je ne suis pas sûr qu'elle leur apporte suffisamment. Et donc, suite à ça, je me dis, en fait, il y a quand même une demande. J'ai eu la chance d'être un petit peu médiatisé. Il y a eu la participation à un bouquin aussi qui s'appelle L'entraîneur idéal, qui a été édité en 2017. Et tous ces éléments-là font que je me suis dit, dans ce cas, je vais faire une formation. Mais une formation vraiment plus poussée où je vais partager mon expérience, mes connaissances que j'ai acquises pendant mes 5 ans en STAPS, mes 2 DU en prépa physique, prépa mentale, et puis aussi un cursus que j'ai fait en programmation neurolinguistique. Et donc j'ai fait en fait une formation. Tu as upgradé vraiment le niveau. Ouais, très clairement. Très clairement en me disant au moins là par contre celle-ci elle s'adresse exclusivement à des professionnels. Et là, t'as bien visé. Et là, j'ai mieux visé, mais la plupart des gars qui l'achètent ce sont des sportifs amateurs. Non, je rigole. Là, c'est bon. Là, ça a bien marché. Là, ça a bien marché. Ouais. Exactement. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, j'ai été aussi. L'université de Poitiers m'a proposé de mettre en place un DU. Aussi un diplôme universitaire. C'est toi qui crée. Donc là c'est moi qui crée. Alors je suis on va dire co-responsable. Mais en l'occurrence moi je suis responsable de la partie pédagogique. Donc on va dire que c'est en effet plutôt la partie où on va définir ensemble le programme, les objectifs, quels sont les intervenants qu'on souhaiterait avoir, etc. Donc ça c'est tout récent puisqu'on en est actuellement là à la 2e édition de ce DU qui a donc vu le jour sur l'année scolaire, c'est ça, 2018-2019. D'accord. Et c'est très, très riche, très, très divers. Tu fais aussi bien du coup de la formation en ligne, de la formation en présentiel, de la formation pour des étudiants, de la formation pour des professionnels. On a fait un beau petit tour. Est-ce que maintenant on peut rapidement faire un parallèle entre le sportif de haut niveau, sportif professionnel et l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Toi en plus tu es aussi entrepreneur. Donc est-ce que tes outils, la préparation que tu permets t'a aidé aussi à monter ton entreprise? Oui, très clairement. Ouais, allez, Zoa. On va pas rester longtemps. Ça ira pour le son?
Elle nous souhaite la bienvenue. Elles veulent causer. Elles veulent causer un petit peu. Donc oui, pour répondre à ta question, moi les outils de la préparation mentale me sont utiles, bien entendu, dans ma vie d'entrepreneur. Et il y a des liens très très forts entre la préparation mentale d'un entrepreneur et la préparation mentale d'un sportif, notamment professionnel. Ces deux personnes, ces deux individus qui sont dans un environnement concurrentiel, qui vise une performance. Voilà, on veut performer dans un environnement concurrentiel. Ça peut générer du stress. Ça peut générer beaucoup de doutes et d'incertitudes, parce que tout ne dépend pas que de moi. On est aussi parfois dans des croyances un petit peu similaires. Moi, une croyance que je vois très souvent dans ces deux univers, dans ces deux champs disciplinaires, c'est aussi le fait que le plus égale mieux. Ouais. Si j'en fais plus, c'est mieux. Si je m'entraîne plus, si je m'entraîne plus que mes adversaires, eh ben, j'ai plus de chances de gagner. Et parfois, tu vas avoir des sportifs qui vont contre-performer le week-end, et la semaine ils vont mettre encore les bouchées doubles, et en fait on crée plus de fatigue, on s'épuise, on va après se démotiver, on va venir renforcer sa croyance aussi que en fait je suis nul, ou les autres sont meilleurs, ou ci ou ça. Donc il y a des liens très très forts avec les entrepreneurs, parce qu'il m'est arrivé aussi de coacher justement des entrepreneurs qui vont te dire, tu vois, alors là je l'ai pas coaché, mais c'est une personne que j'ai eu en entretien la dernière fois qui me disait, moi je travaille 100 heures par semaine. Ouais. Ce qui me paraît complètement fou. Après, bon, on n'a pas fait le décompte ensemble, mais voilà, plus égale mieux, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces deux univers. Et encore une fois, aller travailler après sur les états internes d'un sportif ou d'un entrepreneur, on peut utiliser exactement les mêmes mécaniques. Super. Ok. Moi j'ai eu l'occasion du coup de travailler, d'assister à une formation pour entrepreneurs, chefs d'entreprise, à Lyon, la première édition de FOR. Exactement, formation objectif réussite. Ouais. Et c'est quand même assez... on n'a pas fait plus égale mieux. Non, c'était pas le but. Ça c'est sûr, mais on a vraiment fait de manière efficace et efficiente. On a testé, on a mis en pratique dans la foulée de la théorie. On s'est même baigné dans une eau à 2 degrés. C'était très, très sympa, avec la vue sur Lyon. Aujourd'hui, ça c'est une formation que tu remets en place. Oui, ouais. Que tu veux que tu veux organiser plusieurs fois par an. Ouais, je vais voir. Pour des petits groupes. Oui, je vais voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'idée. Après, je me garde toujours, tu vois, ce côté justement de liberté, de me dire que je vais voir aussi comment ça évolue. Mais oui, c'est en effet de pouvoir le proposer régulièrement, tant que moi j'y trouverai aussi du plaisir, que je prendrai du plaisir, et puis qu'il y aura de la demande. Mais je pense en effet que ces 2 jours ont été impactants et qu'il y a une utilité. Oui. Qu'il y a une utilité aussi à se retrouver, tu vois, parfois entre entrepreneurs, entre personnes aussi entreprenantes. Des fois, je dis, voilà, ça peut être aussi des entreprenants, des personnes qui ont vraiment cette envie d'aller plus loin, d'aller plus haut à ce moment-là. Je trouve que là aussi, il peut parfois y avoir une solitude pour l'entrepreneur comme pour le sportif de haut niveau. Exactement, dans son bureau à la fin de la journée. Voilà, et une difficulté aussi à se montrer faible. Oui, ou à montrer sa vulnérabilité, exactement. Et je trouve que là, ça avait bien fonctionné dans ce groupe de 7, où on pouvait aussi, si on le souhaitait, lâcher prise et pas être tout le temps dans ce jeu social du chef d'entreprise, exactement, qui avance toujours et qui est uniquement dans le système nerveux sympathique. Ah, tu avais très très bien
organisé ça et le groupe était très intéressant. On était en confiance et on pouvait lâcher. Et ok, du coup, si on regarde là maintenant sur l'année 2020, tu vas organiser comment cette année? Tu vas relever quel challenge ou quels sont tes objectifs? Alors, j'en ai plusieurs, mais on va dire dans les grandes lignes, il va y avoir le fait à la fois de développer encore et de sécuriser mon entreprise, parce que je reste quand même un tout jeune entrepreneur. Pour l'instant, les choses se passent bien, mais je me dis justement, c'est aussi quand les choses se passent bien qu'il faut anticiper, qu'il faut consolider. Je vais proposer, alors bon, pour Fort, il y a une autre date, mais je vais proposer aussi un peu plus d'événements en présentiel. D'accord. Je pense que c'est important. En fait, à la fois de... Ça te plaît aussi? Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, et puis ça me permet, comment dire, je trouve que le mix, en tout cas, formation en ligne et présentiel, pour moi, est très très bon. C'est-à-dire d'avoir toute une phase d'initiation qui peut se faire en ligne, qui va nous faire gagner du temps aussi, pour être très clair. C'est-à-dire que se rencontrer pour transmettre un polycope de 50 slides et puis le lire, je trouve que c'est un peu dommage et c'est pas très écologique. Mais par contre, recevoir ces informations en préalable chez soi, pouvoir les regarder, les digérer, questionner, avoir des visioconférences et tout, c'est très très bien, c'est écologique pour tout le monde, pour la planète, mais aussi à titre personnel. L'écologie personnelle aussi, je trouve que c'est important d'en parler, de la considérer. C'est aussi un moyen d'aller sur notre propre développement durable. Et puis après, par contre, quand on se rencontre, on a déjà une base de travail. Et on n'est pas dans le transfert de connaissances à ce moment-là, mais plus dans la sollicitation de nos compétences et le développement de nos compétences. Et donc ce mix-là, moi, me plaît bien. Ouais. Super. Comment tu vas y arriver à développer tout ça? Est-ce que tu mets en place déjà des choses? Oui, clairement, oui. Comment je vais y arriver? Je pense que je vais y arriver en m'entourant, en continuant de m'entourer. C'est-à-dire qu'à partir de juillet 2019, déjà, j'ai recruté une personne. Julie, que tu avais vu notamment sur Fort, sur les séminaires Fort, qui était là avec nous pendant les 2 jours. Et je pense que c'est l'une des clés en fait pour me développer tout en me respectant, tout en respectant mon écologie. C'est aussi de m'entourer. C'est le fait de faire partie du mastermind aussi dans lequel on s'est rencontrés. Je pense qu'il est essentiel d'investir sur soi, d'investir pour soi. Et donc ce type de décisions pour moi sont aussi l'une des clés pour arriver à atteindre les objectifs, quoi. Super. On peut peut-être en parler pendant quelques secondes parce que tu n'as pas encore testé, donc tu pourras peut-être pas mettre en avant toute la valeur de ce que tu as mis en place, mais tu fais aussi faire partie d'un club business sportif, on va dire. Ouais. Tu vas lier ta cible de cœur avec la possibilité de rencontrer une nouvelle cible d'entrepreneurs, c'est ça? Oui, exactement. Alors bon, on va dire que c'est un investissement, d'une certaine façon un investissement aussi un petit peu plaisir, mais encore une fois, je ne fais pas de grande différence entre les sportifs professionnels et les entrepreneurs dans l'approche mentale de la performance, on va dire, à réaliser. Et en effet, là, j'ai décidé, en tout cas au moins pour quelques mois, de m'inscrire en effet en tant qu'entreprise partenaire du club de l'Olympique Lyonnais. Alors pourquoi ce club-là, d'une, parce que j'habite pas très très loin maintenant de Lyon.
Je travaille beaucoup avec des footballeurs. J'ai pu travailler l'an dernier avec un footballeur qui est actuellement en contrat à l'OL. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ça peut être bien pour moi d'aller rencontrer certains entrepreneurs. Et puis peut-être que ça débouchera soit juste sur un réseau et aussi des rencontres sympas. Et puis peut-être sur des accompagnements ou des formations à réaliser au sein de ces entreprises. Super. On a fait un joli tour sur ton parcours et toute ton expérience et ta valeur que tu peux nous apporter. Est-ce que maintenant ça te dit d'enchaîner sur des petites questions un peu pour découvrir un peu plus l'homme derrière le site internet ou l'entrepreneur. Est-ce que tu as un sportif, un ou une, bien sûr, qui t'inspire, que tu as modélisé, que tu as un petit peu observé? Écoute, pas spécialement. Pour un entrepreneur. S'il fallait quand même te donner comme ça un nom, mais non, il y a personne qui apparaît vraiment comme une évidence. Ok. Par contre, je peux te lister quelques sportifs que j'apprécie bien. Si ça te va. Ah ouais. Bon, alors je vais pas être très original, mais j'aime bien Teddy Riner, qui dégage, je trouve, une maîtrise, une puissance. Et tu sais, quand on était à Fort, justement, on parlait du système nerveux sympathique et du parasympathique. Oui. Et je trouve qu'il a une capacité à aller, je ne le connais pas personnellement, mais très loin dans ces deux aspects du système nerveux. C'est-à-dire qu'il a un côté très bonhomie, très très souriant, très chambreur, très relâché, très chaleureux. Et en même temps, sur les quelques images qu'on peut voir quand il est sur de l'entraînement, on est sur une autre personne. On est dans un autre contexte. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait m'inspirer chez lui. Et j'apprécie aussi, et j'ai apprécié beaucoup la carrière de Marie Dorin, qui fait du biathlon. D'accord. Et qui est sur Villard-de-Lans. Voilà, c'est une sportive aussi, je trouvais un peu comme Teddy Riner, même si on n'est pas sur les mêmes caractéristiques, mais qui arrivait très facilement à mettre en avant son côté humain. Voilà, ça, moi, ça me parle. Super. Est-ce que tu as voyagé? Oui, un petit peu. Ouais, un petit peu, et j'aime beaucoup ça. Alors, il y a des voyages, et des voyages comme on l'entend tous, c'est-à-dire je me déplace, je monte dans un train ou dans un avion, dans ma voiture ou à pied, et puis voilà, je vais faire mon voyage. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, donc j'ai vécu un peu en Martinique, j'ai étudié à Montréal. J'ai fait 1 an d'études aussi à Montréal. Quand on était en Martinique, on a fait un petit peu d'autres îles de la Caraïbe, notamment la Dominique, qui reste un superbe voyage. Je précise bien, c'est bien la Dominique et pas la République dominicaine. Je ne connais pas la République dominicaine et c'est pas tout à fait pareil. La Dominique, c'est dernière île où il reste encore autant d'Indiens Caraïbes. Donc les Indiens qui étaient là, on va dire, avant la migration liée à l'esclavage. Oui. Donc il y a encore des Indiens Caraïbes. Et c'est une île qui est très préservée du tourisme, tout simplement parce qu'elle n'a pas de plage de sable fin. On est essentiellement sur des pierres. Pierres, ça attire beaucoup roches, moins, voilà, c'est beaucoup plus sauvage. C'est moins sexy, c'est beaucoup plus sauvage. Donc la Dominique, ça reste un très très bon voyage. J'avais bien aimé aussi le Costa Rica. Voilà, j'ai fait aussi la Barbade, Sainte-Lucie, voilà, donc plein d'îles, on va dire, de la Caraïbe. Donc ça reste de très très bons souvenirs. Super. Et puis après, un petit peu comme on disait tout à l'heure, on parlait par exemple d'un Ironman en parlant du chemin. J'aime aussi beaucoup faire des trails, mais y compris des trails seuls. C'est-à-dire une fois par an, et ma chérie appelle ça des fois mes petites aventures. En fait, je pars à l'aventure tout seul, avec mon camelbag, une pomme, et puis je pars faire 40, 50, 60 km seul, et puis je rentre à peu près comme je peux.
Et ça, c'est des vrais voyages aussi. C'est des vrais voyages intérieurs. Et je trouve aussi toujours hyper excitant et plaisant. Non. Tu reviendrais en stop, non? Non, je reviens. Je suis tout en courant. Toujours en courant. Ouais. Et je trouve ça toujours excitant d'avoir ce retour après au confort. Oui. C'est-à-dire que la douche d'après, elle n'est pas pareille. Le plat de pâtes d'après, il n'est pas pareil. Quand tu te fais comme ça, là, des grandes aventures. Après, c'est à mon tout petit niveau. Hein. Oui, mais bon. Pour le coup, ça, je l'associe aussi vraiment à des voyages. Okay. C'est vraiment des voyages intérieurs géniaux. C'est un vrai équilibre, c'est un vrai besoin maintenant pour toi. Ouais. Au moins d'en faire une par an. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment ce plaisir-là de. Tu sais, à la base, moi, je suis pas quelqu'un tellement branché téléphone et tout. Aujourd'hui, je passe quand même beaucoup de temps, mais c'est très bien, ça fait partie de mon métier, mais il y a cette nécessité de garder aussi une écologie, de garder du temps pour moi, pour de la pratique personnelle. Je suis beaucoup dans l'écoute, dans la formation, etc. Et là, le fait de se dire pendant 10 heures, ou bon, après je vais le faire plus régulièrement sur des créneaux bien plus courts, hein, ou pendant 2 heures, là maintenant je peux aller faire du ski de fond pas très loin de la maison, je trouve ça génial, quoi. Effectivement, c'est hyper important de savoir et de pouvoir déconnecter, même si c'est un levier hyper important aujourd'hui, le digital. C'est très très important. Ouais, c'est un levier qui est hyper important, hyper utile dans mon activité et qui me permet de me développer, mais comme tout un tas d'entrepreneurs. Mais c'est aussi un levier qui est intarissable, qui ne s'arrête jamais. Et donc on a le devoir, on a la nécessité aussi de savoir le mettre en pause parfois. Et moi je pense que j'ai tout un tas d'entrepreneurs qui viennent vers la préparation mentale aussi pour savoir des fois se retirer de ce flux continu, tu vois, c'est comme un cours d'eau avec un gros débit, là, je dis, parce qu'on est à côté d'un petit ruisseau, au pied, et puis on s'arrête pas, et puis on est toujours dedans. Et maintenant, tu as de plus en plus de personnes qui veulent savoir faire un pas de recul, de retrait, se mettre en pause. Alors des fois, ça peut être des outils type cohérence cardiaque, et se dire, voilà, j'ai besoin dans ma journée d'avoir des petites parenthèses pour moi, des petites bulles, où je vais me ressourcer, me recentrer sur moi, être en pleine conscience, et puis après, je peux y retourner un temps. Mais ça, je pense que c'est important de savoir justement déconnecter. Alors pour certains, c'est le sport, pour d'autres, c'est l'art. Voilà, il y a différentes façons, ou la méditation, le yoga, etc. Tu pratiques une forme de méditation ? Alors oui, j'aime bien. J'ai mon petit banc à la maison, j'ai un banc de méditation. Après, bon, des fois, c'est un bien grand mot, méditation, mais en tout cas, très très régulièrement dans la journée, je vais être connecté à ma respiration. Et être pleinement conscient et avoir une respiration, on pourrait dire, active, et me connecter à elle. Ouais. Après, j'ai pas une routine, si tu veux, quotidienne en disant je me lève à 6h du matin, je bois de l'eau chaude, je médite. Voilà, je suis pas là-dedans. D'autres le sont et c'est très très bien, mais moi c'est pas quelque chose de ritualisé. Eh ben juste, c'est parfait comme transition. Est-ce qu'aujourd'hui tu as quand même une journée type, ou en tout cas une semaine type dans ton organisation, qu'elle soit entrepreneuriale ou sportive, ou pour ton équilibre personnel? Est-ce que tu as mis en place quand même quelques petits rendez-vous? Oui, j'ai quelques éléments en effet comme ça. Alors encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre, mais en effet, des points de repère. Voilà, des points de repère. Donc le lundi matin, en effet, c'est une matinée boulot. J'aime bien voir un peu ce qui s'est passé dans le week-end, voir. Je travaille avec des sportifs qui jouent très souvent le week-end, donc voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc le lundi matin, c'est plutôt boulot. Lundi après-midi, ça va dépendre, parce que des fois, je vais avoir envie d'aller faire du sport ou d'aller dans un coworking ou n'importe. Après, les autres temps qui sont assez forts, c'est que la plupart des mercredis, je coupe. En tout cas, j'ai vraiment un temps pour mes enfants. Ok. Le mercredi, très très souvent, c'est comme ça. Le jeudi, notamment les jeudis après-midi, je suis très souvent en coaching avec des footballeurs qui vont jouer le samedi ou le dimanche.
Et puis vendredi, c'est un peu à la carte selon ce qui reste à faire pour arriver après à profiter du week-end. Après, il m'arrive aussi, dans mon métier, on travaille, on peut aussi être amené à travailler des week-ends, à être en déplacement pour aller voir un match, etc. Ou un sportif, sportive, ok, une compète. Est-ce que tu as un livre à nous partager? Écoute, alors là, moi, il y a 2 livres que je lis ces temps-ci que j'aime bien. Il y en a un que je n'ai pas encore fini qui s'appelle Le cerveau funambule, que j'aime beaucoup, de Jean-Christophe Lachaud. Et puis là, je commence un livre, mais j'ai commencé il y a 2 jours, qui s'appelle Factfulness. Mais je ne pourrais plus te dire de qui il est. Je crois un monsieur qui s'appelle Rohins, je crois, mais je ne suis pas certain. Et qui nous apprend en gros à réfléchir avec clarté en se basant uniquement sur les faits et pas sur de l'émotion, et pas sur les croyances ou de l'idéologie, etc. Donc Factfulness aussi, là le début est sympa. J'en suis aux 15-20 premières pages. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la préparation mentale, Ouais, alors je pourrais dire que je pense que de plus en plus de personnes sont sensibles à cette discipline, à la préparation mentale, qu'il est important de prendre conscience qu'on est à la fois très souvent notre meilleure ressource, mais qu'on est aussi parfois notre meilleur ennemi, parce qu'on est très dur avec soi-même. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu à prendre ce temps pour soi. Alors que moi, j'associe beaucoup à du luxe. Hein. Tu sais, je dis aussi souvent quand on est en mastermind, pour moi, je dis que c'est un luxe. Oui. Parce que justement, encore une fois, dans cette société où tout va très vite, il est parfois très, très difficile, très énergivore les premières fois de dire « stop, là c'est un temps qui est pour moi ». Et la préparation mentale, je le vois vraiment comme ça. On a parlé de développement durable, d'écologie, qu'on entend très souvent d'un point de vue politique et planétaire. Mais au sein des séances de préparation mentale, nous on le voit vraiment à titre individuel aussi. Et à quel moment de ma journée, à quel moment de ma semaine, je suis dans une pratique de développement durable intrapersonnel. Ouais. Et de quelle façon est-ce que je prends soin de moi? Et donc voilà, je pense qu'il y a un enjeu vraiment à se sensibiliser là-dessus. Je pense que les entreprises vont aussi de plus en plus se développer en développant leurs soft skills, et pas uniquement les hard skills et la connaissance technique, mais plus la relation avec l'individu et avec l'autre, je pense sera essentielle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça ne me surprend pas. Merci beaucoup pour tout ton partage. Merci à toi. Je mettrai les liens du coup sur le site Raphaël Oma. Bien sûr. C'est gentil. Est-ce que tu as d'autres réseaux ou ressources que tu veux partager? Écoute, de toute façon, si les personnes viennent sur Raphaël Oma, après ils pourront trouver, soit pour me contacter si besoin, ça me fera plaisir si vous avez des questions suite à ce podcast d'y répondre. Et puis voilà, je suis aussi régulièrement un petit peu sur des conférences en ligne et en présentiel. Exactement, aussi en présentiel, des événements. On pourra aussi trouver mon contact sur Instagram et puis on se suit mutuellement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Super. Merci Comme je dis souvent, les amiches de mes amiches sont mes amiches. Il l'a fait. Je pense que cette petite blague, tu l'avais préparée, visualisée ce matin. Mais je pensais que tu aurais rigolé plus longtemps. Dans mon imagerie, tu finissais par terre, tu te tapais sur le ventre. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, ça m'a fait très plaisir. On va aller se raconter d'autres blagues en se réchauffant. Parfait. J'espère que vous aurez apprécié le petit bruit de l'eau, du ruisseau. Nous, on a eu un tout petit peu froid aux mains et on s'est un petit peu humidifié le visage et ça nous a fait le plus grand bien. Exactement. À très bientôt, merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis allez voir, dites à Raphaël tout ce que vous avez appris ou mis en place à la suite de l'écoute de notre bel échange.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avoulesstudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!